Bienvenue sur le plateau de l'émission Trade ou pas Trade, une émission entièrement consacrée à la bourse en général et au trading en particulier. Cette émission est aussi ce qu'on appelle un document à caractère promotionnel parce qu'on y parlera warrants, certificats, leverage, short, turbo, produits de bourse de Société Générale avec Léa Gézéquel, vendeuse Société Générale, produits de bourse. Alors, je vais vous présenter nos invités autour de la table. Nous avons à ma gauche Dorian Badi, vous êtes analyste meilleur taux placement. Merci d'être avec nous. Bonjour Dorian. Bonjour. À ma droite, Frédéric Berriot, rédacteur en chef délégué de la Lettre de la Bourse. Bonjour Frédéric, merci d'être avec nous. Jean-Louis Cussac, trader formateur, Perceval Finance. Jean-Louis, ai-je besoin de vous présenter? Merci d'être avec nous encore une fois. Et bonjour évidemment. Alors, au menu cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Nous avons l'inflation US, l'euro-dollar, Eurofin Scientifique, Porsche, LVMH et SEB. On va commencer tout de suite par la première rubrique. On refait la semaine. On refait la semaine. On va commencer avec Dorian. Dorian Badi, vous êtes intéressé sur les dernières semaines sur l'inflation US. Un vaste sujet, un gros sujet. L'inflation US, plus largement les perspectives pour l'année prochaine, puisqu'elle a été déterminante, cette fameuse inflation, au cours des dernières années, singulièrement depuis le Covid, la guerre en Ukraine, la spéculation qui s'en est suivie. En fait, on le voit sur le graphique ici, donc en rouge, on a l'inflation américaine depuis janvier 2013, avec évidemment cet énorme pic qui a suivi le Covid, l'Ukraine, la spéculation. Et depuis 2022, une très forte décrue, un très fort ralentissement. Ça a été crucial pour les marchés, vous le savez bien. Alors pour le résumer très simplement, en fait, à chaque fois que les derniers chiffres indiquaient un ralentissement de l'inflation, que ce soit côté américain ou côté européen, les investisseurs tablaient sur un statu quo au niveau des taux des banques centrales, voire sur une baisse pour 2024, et ça faisait monter les actions. Et inversement, lorsqu'on avait une accélération de l'inflation. Je résume ça évidemment un peu simplement, mais c'est l'idée générale. Ce qui est important en cette fin d'année, c'est l'heure des bilans et des prévisions pour 2024, c'est qu'on pourrait un petit peu changer de grille de lecture. L'inflation a été le chiffre le plus observé, le plus analysé chaque mois par les investisseurs. Désormais, ça pourrait être la croissance. Il y a eu, au cours des derniers mois, le débat assez traditionnel entre le ralentissement, enfin l'atterrissage en douceur, je devrais dire, le soft landing, ou l'atterrissage brutal de l'économie. Pour le résumer, les investisseurs, le consensus de marché, estiment que la guerre contre l'inflation est pratiquement terminée et maintenant le débat se décale sur celui de la croissance. Les prévisions les plus pessimistes tablent notamment sur une récession en zone euro. Donc le marché s'attend à ce que les banques centrales baissent leurs taux au second semestre 2024. On tient pour acquis la baisse des taux des banques centrales au deuxième semestre, c'est ça? Quel est grosso modo, Globalement, c'est ça. Si on résume un petit peu les perspectives à la fois sur la BCE et la Fed, les plus optimistes tablent sur juillet, les plus pessimistes, c'est l'essentiel du marché, on va dire, s'attend plutôt à ce que ce soit à l'automne, voire à l'hiver 2024. Après, donc, une phase de maintien élevé des taux, ce qui a déjà été annoncé à la fois par Lagarde et par Powell, côté européen et côté américain. Le débat, c'est de savoir jusqu'à quel point ça va ralentir la croissance économique. Chez Meilleur Taux Placement, Marc Fiorentino évoque souvent le scénario de grand ralentissement. C'est-à-dire qu'après l'atterrissage de l'économie, il n'y aurait plus de rebond. D'autant qu'on sort d'une phase de croissance importante, post-Covid. Et donc désormais, avec ces taux maintenus artificiellement très élevés, on craint à la fois le ralentissement, voire la récession. Donc ces chiffres de PIB et de consommation pourraient passer au premier plan, alors qu'ils étaient jusqu'à présent masqués par ceux de l'inflation tout au long de ces 2 à 3 dernières années. C'est déterminant comme grille de lecture, parce que vraiment elle pourrait être cruciale pour 2024 et pour les porteurs en action. C'est intéressant parce que graphiquement, sur le graphe, sur la ligne rouge qu'on voit, on voit que les plus bas de l'inflation atteints récemment aux alentours de 3%, c'était des plus hauts en 2017-2018. Donc on était quand même on est arrivé à des niveaux qui étaient relativement acceptables il y a 5-6 ans. Donc on se rapproche quand même d'un taux d'inflation qui commence à être dans des normes qu'on a déjà vues dans les années passées. C'est ça, on reste quand même au-dessus de cet objectif extrêmement arbitraire des banques centrales qui est de 2%. Lors des tout derniers chiffres qui ont été publiés la semaine dernière, on voyait qu'on était à 3,2% d'inflation, tout prix confondu sur un an aux États-Unis en octobre, contre 3,7 en septembre. Côté zone euro, on fait un peu mieux. On est à 2,9 contre 4,3. La France est un peu l'un des
des pires élèves, des cancres de la classe dans les grands pays européens, parce qu'on est à 4% contre 4,9% respectivement. Avec une croissance plus élevée aussi. C'est vrai. Donc on verra un petit peu comment cela se passe dans les prochains mois. Mais à nouveau, c'est vrai que les marchés font plutôt le pari que cette guerre contre l'inflation est pratiquement terminée et que maintenant, c'est celle de la croissance qui s'ouvre. Alors, quelles sont les implications, Jean-Louis, vous vouliez parler de l'euro-dollar parce que ça vous a intéressé. Quels sont les liens entre l'inflation et l'euro-dollar? Sur l'euro-dollar, il y a plusieurs choses. Alors, sur le plan technique, déjà, on surveillait ces derniers temps 1,0770 franchi. Le niveau a été franchi très violemment sur la statistique du CPI pour 0,1%. On est passé de j'en veux pas à j'en veux. Mais c'est très les enjeux, je pense, autour de l'euro-dollar, et pas que sur l'euro-dollar, mais sont très spéculatifs. Il est difficile de se projeter. Alors, entre dynamique de l'économie américaine, qui est plus forte que celle de l'Europe, les taux. Alors, en effet, la question, c'est pas s'ils vont baisser, c'est quand ils vont baisser, et la vitesse de baisse. Alors, pour l'instant, on anticipe que aux États-Unis, ils vont baisser plus tôt qu'en Europe, donc peut-être plus vite, voilà. Et c'est pour ça que le dollar en a souffert et que l'euro a remonté, donc a rebondi extrêmement violemment ces derniers temps. Mais c'est vrai que là, on nous dit, avec les dernières minutes de la Fed, que les taux vont rester hauts assez longtemps. Du coup, le dollar rebondit. Enfin, vous voyez, on réagit à l'instantanéité. Il est difficile de se projeter dans des politiques monétaires suffisamment précises pour avoir une régularité sur les marchés, que ce soit sur les actions, mais aussi donc sur l'euro-dollar, qui fait des écarts extrêmement violemment. On passe de 1,07 à 1,09 et 1,0950 avec des vitesses qui sont anormales quelque part. Vous voyez, donc des décalages de prix, pas de brassage d'intérêt, même pas le temps. Donc à un moment donné, si vous voulez, sur des statistiques, il faut bien voir ça comme ça, ce sont des algos souvent qui font des fourchettes de prix, c'est qui est normal. Et l'algo retire l'offre et achète, mais avant d'acheter, il retire son offre, c'est normal. Et du coup, il enfonce des portes ouvertes et c'est extrêmement violent. Ce que vous êtes en train d'exprimer, c'est qu'on a quand même une absence de tendance claire à moyen terme et qu'on réagit uniquement sur le court terme à la faveur de statistiques ponctuelles. En fait, on voit sur le graphique. On a eu une tendance là, ces derniers temps, mais cette tendance, si vous voulez, il y a eu un manque de vitesse au départ, très peu d'échanges, on passait des heures à ne rien faire. Si vous voulez, le graphique masque de longs moments où il ne se passe rien et la violence de la hausse, sauf cette fameuse journée-là où l'eurodoll a décalé extrêmement violemment. Bon, derrière, ça a poursuivi, depuis, ça rebaisse un petit peu. On peut toujours avoir des stratégies basées sur le fait qu'on peut retourner, par exemple, vers un 10-30. Mais à cause de cet environnement d'anticipation, justement, des taux, etc., c'est pas du tout évident. Si vous voulez, il n'y a rien. Alors que moi, souvent, si vous voulez, je suis hyper directionnel. Je dis, voilà, j'achète systématiquement. Je garde une méfiance extrêmement forte. Le message, en gros, il faut être hyper méfiant sur les marchés en général et l'euro-dollar en particulier, puisque c'est le sujet là ce matin. Mais c'est vrai qu'on a des comportements de marché extrêmement particuliers parce que on est trop à suivre, je ne sais pas si on est trop, mais on suit à la seconde la moindre parole sur les taux, la moindre idée, la moindre rumeur, la moindre hypothèse. Et on oublie assez vite d'ailleurs. On oublie assez vite à la faveur d'une autre statistique qui vient recouvrir. Il y a beaucoup de mouvements parfois bizarres et il y a beaucoup d'hypothèses en fait. Il y a beaucoup d'hypothèses sur du très court, du court, du moyen, du long, sur ce que Powell va dire, sur ce que on change de sujet à la faveur des publications de statistiques et chaque mot provoquait un écart extrêmement important. Donc c'est vrai que ce sont des phases de marché qu'on n'a pas vraiment connues dans le passé, à ce point-là, si vous voulez. D'accord. Où on réagit vraiment d'une manière extrêmement violente avec peut-être, enfin très probablement à cause aussi de la construction, c'est-à-dire qui fait quoi derrière. Eh bien, les algos sont vraiment majoritaires et ça change beaucoup de choses puisqu'on peut difficilement se projeter. Voilà. Est-ce qu'on va baisser les taux alors
En effet, on parle de septembre 2024. Aux États-Unis, un trimestre avant. Oui, il y a un décalage. Pour l'instant, c'est l'idée qui domine, mais tout d'un coup, voilà, on peut changer et avoir des mouvements sur une statistique toujours extrêmement violents. Il faut faire attention. On ne peut pas investir comme ça, les yeux fermés, en se laissant porter. Alors, on va quitter ces considérations macro pour revenir, parce qu'il y a quand même un manque de lisibilité, pour revenir sur du micro, sur du stock picking. Est-ce que vous, Frédéric Berriot, vous vous êtes intéressé à Eurofin Tout à fait. sur les 15 derniers jours? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de Eurofin? Alors pourquoi on s'est intéressé à Eurofin? Ça fait quelques temps déjà qu'on la regarde parce qu'elle a beaucoup baissé. Ça valait 128 € en septembre 2021. Ah oui. Et c'est une des valeurs en fait qui a Covid, qui a profité d'un effet d'aubaine, si on peut dire, lié à la crise sanitaire, parce qu'en fait, Eurofin, c'est le leader mondial de la bioanalyse. Bon, ils interviennent en fait dans tout ce qui est environnement, c'est-à-dire test de l'eau, test de l'air. Ils interviennent aussi dans l'agroalimentaire avec la détection de bactéries. Il y a eu le scandale Buitoni, les pizzas Buitoni. Et puis ils interviennent aussi dans la santé. Et à ce titre-là, en fait, ils ont été très sollicités en fait pour tout ce qui est détection en fait du Covid, ce qui a généré un surplus de chiffre d'affaires très rentable jusqu'à fin 2021. Ça s'est arrêté. Et en fait, et depuis, en fait, il y a la purge de cette hausse du titre jusqu'à septembre 2021 qu'on observe en fait depuis maintenant 2 ans, qui est tout à fait logique et qui est lié en fait à la décroissance en fait ce surplus de revenus lié en fait au Covid. Et là, en fait, bonne nouvelle. En tout cas, nous, c'est ce qu'on analyse, c'est que au 3e trimestre, le chiffre d'affaires, pour la première fois en fait depuis la fin de la pandémie, reprend en fait une trajectoire haussière. Alors, pour l'instant, elle est légère. C'est dû à quoi? C'est sur quelle activité? C'est l'ensemble? C'est l'ensemble de 2%, parce que justement, il y a quasiment plus de revenus liés au Covid. D'accord, donc on repart sur le business model traditionnel. Voilà, et il faut ça. Donc là, pour l'instant, la croissance, elle est assez modeste encore, elle est de 2%, mais si on regarde en fait, justement, hors Covid, c'est-à-dire tout ce qui est core business, ça monte de 7%. D'accord. Et donc, nous, on pense que ça y est, c'est une inversion de tendance. Ça va accélérer, en fait, au dernier trimestre, dans un contexte, on l'a dit, de forte incertitude conjoncturelle. Et je pense qu'en fait, ils vont retrouver, en fait, des hausses de profit à partir de 2024. Et c'est pas très cher par rapport au ratio historique. Et graphiquement. Et donc nous oui. À 46 €, en fait, on l'a acheté, on l'a recommandé à l'achat. Ça vaut 51, mais ça a tellement perdu que je pense qu'il y a encore un potentiel de rebond. 46, 128, c'est quand même. Voilà, vous avez attendu longtemps. Non. Honnêtement, on a fait par palier. Visiblement, ça se passe bien. Juste une question, le rebond sur les 46 là qu'on voit graphiquement, est-ce que ça correspond à la publication des résultats et notamment la divulgation d'un chiffre d'affaires en hausse, de nouveau en hausse? Est-ce que c'est concomitant? Alors en fait, ça a été peut-être anticipé par le marché? Alors non, parce que justement, le jour où c'est tombé, en fait, moi j'étais étonné parce que le titre n'a pas réagi. Je me suis dit, c'est bizarre, ça ne réagit pas, il y a quand même plus 2, et puis il y a un retournement de tendance. Et en fait, ça s'est fait après, ça s'est fait quelques jours après, en fait. C'est intéressant. Voilà. Parfait, merci beaucoup Frédéric. On va passer maintenant à la rubrique Le Zoom sur. Le Zoom sur avec Léa Gézécal, vendeuse produits de bourse Société Générale, qui va nous parler de la manière dont un émetteur de produits de bourse peut coter les produits de manière étendue. Grosso modo, après la clôture de la bourse, oui, comment on fait? Exactement, puisqu'en fait, les produits de bourse, vous le savez, l'un des intérêts, c'est de diversifier son portefeuille, c'est aussi d'avoir accès facilement à des sous-jacents qui ne sont pas forcément facilement accessibles pour des particuliers. Donc cet effet en fait, de simplicité va être accentué par une certaine homogénéité en fait, sur les horaires de cotation de nos produits de bourse qui pourtant sont adossés à tout type d'actifs, puisqu'on peut avoir des actions, des indices de différentes zones géographiques, des matières premières, des taux d'intérêt. Et donc, pour tous nos produits, quel que soit le sous-jacent, on va offrir des conditions de trading de 8h jusqu'à 18h30, voire 22h chez certains courtiers partenaires, comme Boursorama ici.
Et donc en fait, cette cotation élargie va être possible grâce à plusieurs outils dont dispose le market maker. Donc bien sûr les teneurs de marché, donc voilà, celui qui calcule les prix, etc. Exactement. Donc ici, Société Générale qui est teneur de marché. Donc sur les actions françaises, vous savez tous que le marché est ouvert de 9h à 17h30. Sur les actions US, par exemple, de 15h30 à 22h. Et donc, en fait, on va pouvoir offrir ces conditions de négociation de 8h à 22h, peu importe le type de sous-jacent, sur les actions en se servant d'outils un petit peu différents. C'est-à-dire que, par exemple, sur les actions américaines, le matin, chez nous, pour coter ces produits, on va se servir d'autres places de cotation où les actions sont cotées. Par exemple, on va penser à Apple, qui est coté le matin en Allemagne avec des conditions de liquidité tout à fait satisfaisantes pour nous permettre de proposer un prix, même si Apple en tant que tel est fermé. On va aussi se servir de plateformes professionnelles où il y a des échanges de gré à gré, OTC, over the counter, qui se font pour donner une référence de prix. Alors ça, c'est pour toute la partie action. Donc la liquidité n'est pas exclusive de la place réglementaire habituelle de cotation d'un titre. On a d'autres, en fait, sources où aller pêcher, entre guillemets, de la liquidité. Sur les indices, c'est un petit peu différent, puisque les indices disposent de contrats futurs qui sont tout aussi liquides, voire parfois beaucoup plus liquides que l'indice en tant que tel. Donc là, ça pose vraiment pas de problème d'aller chercher de la liquidité en dehors des horaires de cotation, par exemple du CAC 40. Et enfin, on a tout ce qui est matières premières, énergie, où là, soit on est sur de la cotation continue, comme par exemple sur les devises, soit on est sur de la cotation déjà très large. Donc en fait, il y a quand même beaucoup de choses pour pouvoir proposer cette cotation sur des horaires élargis. Alors attention, petit bémol quand même, il arrive sur certaines catégories d'actifs très spécifiques à certains moments. Par exemple, on va penser à des actions dont la liquidité n'est pas très importante, qui peuvent, sur des horaires en dehors de leurs horaires de cotation classiques, présenter trop peu de liquidité pour présenter des conditions de market making optimales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut avoir des écarts de fourchette achat-vente qui sont plus larges. On peut avoir temporairement, en cas de conditions un peu différentes de marché, des sous-jacents qui ne peuvent pas être cotés en dehors des horaires de cotation classiques, mais globalement, on propose des outils pour permettre cette négociation élargie. Prenons un petit exemple. Par exemple, Apple annonce de très bons résultats. L'action Apple, le matin à Francfort, va déjà être en hausse. Exactement. Donc on n'attendra pas à 15h30 l'ouverture du marché US pour constater cette hausse. Donc les produits de bourse seront déjà intégrés le matin parce que Apple cote le matin à Francfort, la hausse attendue après des bons résultats. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup Léa. Passons au coup de cœur, la nouvelle rubrique, enfin pas la nouvelle rubrique, la rubrique suivante, le coup de cœur des traders. Le coup de cœur des traders, vous connaissez le principe, chacun de nos invités qui ont la gentillesse de venir parmi nous chacun aura 60 secondes pour pitcher, pour vendre son scénario d'investissement aux deux autres présents autour de sa table. Charge à eux de déterminer s'il y a trade ou pas trade, évidemment avec leur petite pancarte. Trade, ils suivent la recommandation ou la vue de marché de leurs camarades, et rouge, ils ne sont pas en accord avec cette vue. Alors on va commencer par Dorian Abadi. Dorian, vous avez choisi Porsche. Oui. Donc on va faire apparaître le chronomètre derrière moi. 3, 2, 1, c'est parti Dorian, c'est à vous. Porsche, une entreprise évidemment exceptionnelle qui a été introduite en bourse par Volkswagen fin septembre, début octobre 2022. C'était l'une des principales IPO européennes de l'année. Le titre est monté très vite, très rapidement, jusqu'à atteindre un niveau de range certainement surévalué. Et tout au long du second semestre 2022, on a eu une forte baisse, on le voit nettement sur le graphique avec ce range. Donc nous, ce canal descendant, je devrais dire. Donc nous, on considère en fait que le titre a atteint un plus bas intéressant, notamment avec une petite phase de rebond qui a permis de sortir de ce canal baissier. On a deux objectifs. Un objectif de court terme sur les 94 € qui distingue 6 à 7% de hausse par rapport au prix actuel, que l'on peut bien sûr amplifier avec l'effet de levier d'un turbo par exemple. Et sur le long terme, donc nous on l'a prise en portefeuille chez Meilleur Taux Placement, ce sont les 117 € qui nous intéressent. C'est un niveau qui a été atteint en juin dernier, c'est 30 à 32% de hausse et le stop sous les récents plus bas des dernières semaines. Parfaitement respecté, un timing parfaitement respecté. Dorian, merci beaucoup. Alors Jean-Louis et Frédéric, quel est votre avis sur ce scénario d'investissement ? Magnifique. Tout le monde est d'accord. Moi, vous savez, quand tout le monde est d'accord, je suis un peu triste, parce qu'il n'y a pas forcément de débat. Jean-Louis. Un bémol. En fait, il y a une figure caractéristique qui est l'épaule tête-épaule inversée, c'est-à-dire vous avez
Ah oui. Début octobre, vous voyez, vous avez un point bas, ça remonte. Vous avez la tête qui est formée donc par la baisse de fin octobre et la reprise de début novembre. Et ensuite, vous avez à nouveau une baisse, ça veut dire une nouvelle épaule et ça remonte. Là, vous avez ce qu'on appelle une ligne de coût autour de 92-93 euros. Dans la théorie, c'est au-dessus de cette ligne qu'il faut déclencher ces achats avec l'idée d'aller chercher un niveau de prix de la hauteur de la tête. D'accord ? Donc ça voudrait dire ici 101, c'est ça ? 102, ce que nous a tracé d'ailleurs, ce qui est vraiment grosse résistance. Nous, là, 190, 102. Donc c'est vraiment une figure caractéristique. Donc il faut l'exploiter. Qu'est-ce qui viendrait invalider ce scénario techniquement ? Techniquement. Techniquement, déjà, le cassure de l'épaule, ce ne serait pas terrible. Et ensuite, la tête. Frédéric, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous êtes plutôt analyse fondamentale ? Oui, mais moi je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Nous, on en a en portefeuille. On en a eu dès l'introduction et en fait, on a allégé effectivement sur au-dessus de 110, 115. Voilà, bon, c'est une très belle entreprise, hein. Pas aussi rentable que Ferrari, on va dire, mais bon, voilà. Vous avez une préférence pour Maranello, visiblement. Non, bah, moi, si j'ai les deux voitures, ça me va. Hein. Très une Ferrari, une Porsche, ça me va. Quoi. Nous aussi. Merci beaucoup, messieurs. Pas de droit de réponse, tout le monde est d'accord ? Non, mais l'invalidation du scénario, vous vouliez préciser peut-être en plus ? Ça revient à dire la même chose, ce serait le retour dans le canal descendant. Moi, ce qui m'intéresse aussi sur le long terme, d'un point de vue plus fondamental, ce sont les perspectives extraordinaires en termes de marge et de croissance des revenus que dégagerait l'entreprise selon sa direction. Donc là, il y a vraiment un point bas à exploiter, peut-être plus à long qu'à court terme. Mais globalement, oui, je rejoins tout ce qui a été dit. Très bien, donc deux objectifs, 102 et 117. Ils ont 94, 117. Court terme, 94. Long terme, 117. Très Aujourd'hui, bien. on est à 88. 102, c'était l'objectif de Jean-Louis, pardonnez-moi. Oui. Si on franchit la ligne de coût. Voilà. Très bien, c'est noté. Alors, deuxième coup de cœur des traders avec Jean-Louis Cussac. Vous avez décidé de nous parler en 60 secondes de LVMH. On va mettre le chronomètre derrière moi. Et on va y aller dans quelques instants. 3, 2, 1, c'est parti Jean-Louis, c'est à vous. Alors LVMH, 10,80% du CAC 40, donc elle est incontournable. L'idée, c'est si je crois à la hausse des marchés, LVMH ayant beaucoup baissé, Bernard Arnault continuant ses achats, on le voit bien dans les déclarations achats de dirigeants, on peut chercher un point d'entrée. Le point d'entrée, ça serait 660, 680, cette zone sur repli, on n'est pas pressé. Hein. La deuxième donc, possibilité, c'est si on ne croit pas trop au marché et si on a un petit peu de méfiance, on s'aperçoit que depuis quelque temps, l'écart entre la performance de LVMH et celle du CAC est profitable au CAC, mais historiquement, ça se rapproche, et notamment dans les phases de hausse. Bon, là, vous voyez, par exemple, au plus bas et sur la baisse du CAC, il y avait un écart un petit peu plus important qu'aujourd'hui. Et donc, c'est un niveau, c'est quelque chose à surveiller, c'est-à-dire achat à LVMH, vente CAC 40 éventuellement. Merci Jean-Louis. Vous avez un petit peu dépassé. Merci beaucoup Jean-Louis. Alors, messieurs, Dorian, Frédéric, trade ou pas trade ? Tout le monde est d'accord, encore une fois. C'est formidable. C'est formidable aujourd'hui. C'est le consensus. Dorian ? C'est clair qu'après la forte baisse sur le secteur du luxe des derniers mois, il y a quelque chose d'intéressant à faire sur LVMH. Peut-être un propos un peu plus patrimonial, c'est que c'est le type de très belles valeurs comme Air Liquide sur lesquelles on peut réaliser ce qu'on appelle les versements programmés, c'est-à-dire à intervalles réguliers, tous les mois ou tous les trimestres, intervenir, acheter, renforcer ce genre de ligne, de sorte à lisser le point d'entrée sur le long terme, et en particulier si on craint de rentrer un peu trop haut sur ce type de titre, Air Liquide singulièrement parce qu'on est déjà sur un plus haut historique, LVMH dans une moindre mesure parce qu'il y a eu cette baisse ces derniers temps, mais oui, ce sont des valeurs incontournables dans un portefeuille bien diversifié. Donc, je suis assez surpris par cette décorrélation du CAC et des LVMH sur finalement période de 3 mois, c'est quand même assez criant sur le graphique. On sent la Chine derrière, surtout le ralentissement sur les ventes. Il y a quand même des raisons. Ouais. Frédéric ? LVMH, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Hein. C'est un dossier incontournable. Les yeux fermés ? 70 marques de luxe.
Donc c'est un profil très diversifié, donc en même temps défensif. Et effectivement, comme l'a dit Jean-Louis, si on est positif sur le marché, il faut acheter LVMH. Quoi. LVMH, combien de dividendes? Oh, pas grand-chose. Ouais, énorme. C'est 1,5%, un truc comme ça. 1,5. Quelque chose comme ça. Ouais. En fait, LVMH, elle passe par une phase de normalisation de sa croissance, Exactement. puisqu'il y a eu vraiment, post-Covid, une explosion. Et elle est un petit peu dégradée donc par les analystes. Il y a eu encore des notes qui sont sorties ces derniers jours, neutres. Allégé, non, je pas trouve ça- encore. Non. Ah non, Neutre. neutre. Non, pas allégé quand même, mais neutre. Donc, c'est peut-être un petit peu fort. Et donc, profiter de cette faiblesse en cours, et peut-être à venir encore, hein, c'est possible que... C'est pour ça qu'il n'y a pas forcément de market timing. Et c'est aussi pour ça que vous êtes sur repli. Vous êtes sur un achat. Oui, sur repli. Alors après, il y avait l'extension au-dessus de 735 qui peut déclencher une dynamique sur le graphique précédent. J'avais donné ce repère, mais en fait, il faut vraiment... Voilà. Mais bon, ça semble... Si le marché continue de piétiner, ça semble peu probable que la valeur, si vous voulez, poursuive comme ça vers les 772. Ce n'est pas un scénario numéro 1, à court terme en tout cas. Donc, on devrait pouvoir, avec ce marché qui hésite, ce news flow un peu moyen, profiter d'un petit trou d'air pour rentrer sur la valeur. Merci beaucoup Jean-Louis. On passe à Frédéric Berriot. Seb. Sur Seb. Ouais. Seb. Oui, Seb. Tout à fait. Seb. Oui. Seb. Très bien. Bon, tout le monde connaît Seb. Oui, attendez. oui, pardon. On va mettre le chronomètre. N'allez pas trop vite. Vous allez devoir aller vite maintenant. 3, 2, 1, c'est parti. Donc tout le monde connaît Seb, qui a profité d'un home cooking pendant la crise sanitaire, c'est-à-dire que tout le monde étant confiné, les gens en fait ont découvert les plaisirs de la cuisine et donc ont acheté en fait tous les articles culinaires, une bonne partie fabriquée par Seb. Ils ont souffert avec l'inflation. Et puis là, en fait, depuis le deuxième trimestre, ils retrouvent en fait une croissance positive sur les ventes grand public. Et puis, bonne nouvelle aussi, c'est que les prix des matières premières rebaissent et les coûts du fret aussi. Et donc, il y a un double effet de levier positif sur les marges. Et au troisième trimestre, la marge a rebondi de 4 points. Ils sont repassés à 10% de marge opérationnelle, ce qui est quand même très très correct. C'est pas très cher, à 13 fois les profits, contre de mémoire 16 ou 17 fois. Et donc, nous, on pense que ça peut aller à 110 sans problème. Très bien, merci beaucoup Frédéric. Alors messieurs, trade ou pas trade? Je vois que Dorian consulte le graphique pour savoir ce qu'il va Allez, je serais plus mitigé. statuer. Plus mitigé. Alors mitigé ici. Faire un peu de... Allez, un petit peu de débat. Commençons par vous, pardon. Plus sérieusement, c'est parce que je connais mal l'action. Et quand je connais D'accord. mal une action, j'évite de m'engager dessus. Je pense que c'est du bon sens qui vaut c'est du mieux. bon voilà, sens. très honnêtement. Après, pour rejoindre ce que disait Frédéric, c'est vrai que les arguments fondamentaux sont intéressants. Le niveau visé est relativement proche. Ce qu'on nous demande, c'est d'avoir du court terme dans cette rubrique-là. Donc oui, le niveau me paraît réaliste, pourquoi pas. Sur du long terme, je serais beaucoup plus méfiant. D'accord. Parce que racheter, alors je ne sais pas si ce sont exactement les plus hauts historiques que l'on voit sur le graphique, mais acheter des plus hauts historiques, ça me dérangerait à moins d'avoir de solides arguments fondamentaux. Je pense que Frédéric en a donné quelques-uns. Voilà, mais c'est un petit, Il y a pas mal petit de bémol. il y a pas mal de traders aussi qui disent que acheter les plus hauts, ça a du sens. Il faut avoir de bons arguments derrière. Il ne s'agit Avoir pas un juste de les soutien. identifier et de Ouais. se dire c'est des plus hauts, ça va aller encore Pas plus. les plus hauts. Non, C'est pas les plus hauts. D'accord. Très bien, merci pour Non, cette elle avait énormément baissé précédemment. Non, ce qui est intéressant, c'est de voir que partant du point bas de toutes ces valeurs qui avaient été délaissées, on va dire, sur la fin octobre, elles restent au plus haut, là, et donc c'est plutôt pas mal. Alors c'est vrai que c'est une recovery. Alors expliquez-nous en 2 mots. En fait, ils retrouvent des marges, ils retrouvent de la profitabilité, etc. Donc, du chiffre d'affaires. Alors, il y a la Chine qui les freine un peu, mais oui, j'ai pu voir que suite au T3, il y avait un consensus qui allait vers achat contre neutre précédemment. Et alors, moi, je pense que c'est pas 110 qu'il faut viser, c'est même 100, 120, 100. Ouais. C'est-à-dire, sur le plan technique, c'est le franchissement de ce rectangle, quelque part, peut nous amener beaucoup plus haut. Maintenant,
Là, on a fait ce qu'on appelle un double appui autour des 86. C'est un repère pour acheter, si jamais le marché recule. Et sur le plan technique, elle donne de toute façon une bonne dynamique, il y a un gap à la hausse qui met la pression. Non, on va dire qu'elle pourrait s'arrêter là, mais elle a tout pour poursuivre. Voilà. Très bien. Donc il faut être Un optimiste sur la dossier valeur. sur lequel il faut rester attentif. Merci beaucoup, messieurs, pour ces coups de cœur de trader. C'était très intéressant. On va passer à la rubrique suivante, qui est à vos marques, le quiz. Rubrique à vos marques, le quiz de fin d'émission, animé par Léa Gézéquel, vendeuse produits de bourse Société Générale, avec cette semaine, les taux d'intérêt. Oh, Exactement, Alors, je sens que ça va être des pour non Dorian. spécialistes des je taux, suis pas j'ai l'impression. actuaire, moi. Ah ben non, Dorian, Voilà, monsieur on n'est a pas beaucoup actuaire. parlé. Monsieur ne travaille pas les taux d'intérêt. Si. Si, un petit peu. Bah si, vous nous avez parlé de l'inflation tout à l'heure. Ça peut lier. Frédéric, les taux d'intérêt, Je ça... les regarde, bien regardez. évidemment, c'est Oui, moi aussi, je le c'est regarde. important, hein, c'est un des paramètres d'analyse des On marchés. va voir si vous êtes crédible quand vous donnez votre avis On va sur les taux. voir. Mais à la différence du prix sur les indices, moi aussi je les regarde, mais je les oublie par tranche. Vous voyez, on oublie après. Les différentes maturités aussi, 10 ans, 15 ans, 20 ans, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on va voir ça tout de Vous suite. allez voir, ça reste assez macroéconomique. Je pense que vous avez tous vos chances. Alors, on y va. Rentrons dans le vif du sujet. Vous attendez la fin de l'énoncé des réponses potentielles avant de buzzer. Première question, c'est parti. Quel est le nombre de hausses consécutives ayant été appliquées sur les taux européens? Est-ce 5 hausses, 10 hausses ou 15 hausses? Non, vous avez buzzé avant la fin Avant les Dorian. deux de l'énoncé. Non, pas moi. Non, Frédéric. Frédéric, c'était Deux. tout à fait. C'est 10. 10, exactement. Bravo, Frédéric. Il y a eu Frédéric est 10 hausses. extrêmement concentré. Oui, non, il est très concentré. Je vois, on est sur un départ dans les starting blocks. C'est très bien. Alors, effectivement, le taux de refinancement de la BCE, puisque c'est ça dont on parle quand on parle des taux européens, a été relevé 10 fois d'affilée récemment pour aujourd'hui s'établir à 4,5%. Alors, aujourd'hui, on l'a vu, les banques centrales ont opté pour une pause de la hausse des taux. Pourquoi? Il y a plusieurs effets. D'un côté, parce que en fait, cette surconsommation qu'on a pu voir post-Covid, avec toutes les aides qu'il y a pu avoir de l'État aujourd'hui, commence vraiment à s'essouffler. On sent que la demande est beaucoup moins élastique, on va dire, à la hausse des prix. Et le marché du travail aussi, qui était très tendu post-Covid, avec plein d'offres d'emploi qui n'étaient pas pourvues. Aujourd'hui, on sent aussi qu'il y a un réajustement. Le marché du travail se tend, l'équilibre en fait revient. Et la vague de hausse des prix en réponse au conflit au Moyen-Orient, elle aussi commence à s'estomper. Et donc, on a aujourd'hui une sensibilité accrue de la demande des ménages à la hausse des taux. Et donc, les sociétés commencent effectivement à ne plus monter leur prix par peur que la demande ne suive pas. Donc tout ça, ça donne du grain à moudre à effectivement cette hausse des taux. Et aujourd'hui, on est vraiment dans un cycle, comme le disait Dorian, où d'observation, statu quo, on va voir ce qui se passe. Voilà, on pense que la hausse des taux va arriver à sa fin. Un point pour Frédéric. Je n'énoncerai pas vos points, Jean-Louis et Dorian, c'est inutile. Nous le savons tous, c'est 0. Deuxième question. Quel a été le rendement atteint par les bons du Trésor américain le 19 octobre dernier? 4,39, 4,99 ou 5,89? Merde. Un peu avant, Un peu avant, Frédéric. Dorian. 4,99. Très bien, Dorian. Je savais que vous alliez briller sur les taux après cette première rubrique de l'émission. Oui, il s'agit des bons du Trésor américain 10 ans en date du 19 octobre 2023. C'est son plus haut niveau depuis juillet 2007, après un plus bas en août 2020 à 0,5%. Donc on voit quand même qu'il y a un écart absolument incroyable sur une période de temps qui est importante, mais quand même. Alors bien sûr, en cause, il y a la perte de confiance quant à la capacité des États-Unis à maîtriser l'inflation, même si là, on commence à revenir un peu, mais ça a été très fort, et l'essor de la dette. Aujourd'hui, pour information, on est à 4,46 sur ce T-note américain. Parfait. Un point pour Dorian, un point pour Frédéric, 0 pour Jean-Louis. Troisième question. Troisième question. Toute chose égale par ailleurs, quel est l'impact d'une baisse des taux sur le marché actions? Cela entraîne-t-il une hausse de valeur des actions, une baisse de valeur des actions ou cela n'a-t-il aucun impact? Jean-Louis. Jean-Louis. 2. Oula, attention. Attention, hein. Attends, Non, attention à ce que vous dites. répondu. Là, c'est Attention. la hausse des valeurs. Il a répondu. Non, mais je vois rien. Non, mais laissons-lui.
Je vais faire comme Jean-Louis, je vais râler maintenant. Tu sais. Le buzzer ne marche pas. Bon, Jean-Louis, vous avez un peu... La hausse des valeurs, non, mais c'est la hausse des valeurs. Alors, Oui, le Oui, sait. effectivement. Question Bon, c'est facile. la hausse des valeurs. Deux raisons qu'on peut citer. Tout d'abord, un arbitrage, c'est-à-dire que quand les taux sont plus bas, on peut se dire que s'il y a plus d'intérêt à aller sur les actions, contrairement à un marché où finalement l'obligataire donne des bons rendements et on peut avoir ce qu'on appelle un flight to quality. Et le deuxième élément un petit peu plus technique, c'est que finalement, quand on va essayer d'évaluer une action, on va essayer de déterminer le coût du capital. Et pour faire ça, il faut actualiser ce qu'on appelle des flux de trésorerie, ce qui revient à diviser par un peu les taux quelque part. Et donc, ces taux, s'ils montent mécaniquement, ça entraîne une baisse de la valeur des actions et inversement. Merci, c'est très clair. Un point partout. 4e question. Les 2 dernières questions deviennent extrêmement stratégiques. Attention. Suite aux récentes annonces des banques centrales, quel a été l'impact sur les taux à long terme? Est-ce qu'on assiste à une hausse des taux, une baisse des taux ou aucun impact? Jean-Louis. 2. Oui, effectivement, une baisse des taux. Donc pareil, on est vraiment sur un cycle de stabilisation, voire de recul de l'inflation. Même si Jérôme Powell a indiqué qu'il n'hésiterait pas encore à relever les taux si c'était nécessaire pour quand même garder un petit peu de grippe sur les marchés, le marché pense clairement quand même qu'on est dans une phase de stagnation, voire de diminution de l'inflation et que les banques centrales n'hésiteront plus dans quelques temps, court, moyen terme, à rebaisser les taux, ce qui entraîne des taux à long terme qui s'assouplissent. 2 points pour Jean-Louis, 1 point pour Frédéric, 1 point pour Dorian. Ce questionnaire, ce quiz se transforme un peu en concours de rapidité. J'ai l'impression. Attention. C'est ça. Faut être Chacun est très attentif. concentré, la main sur le buzzer. On a des techniques différentes d'appui. C'est vraiment très intéressant à voir. Dernière question. Dernière question. Puis-je m'exposer au taux d'intérêt via des produits de bourse? Ah, j'attendais oui ou non. Alors, moi. moi aussi. Oh pardon, excusez-moi. Ah oui. Effectivement, celle-là est un peu... Bon, allez. Oui. Oui, allez Dorian, je vous l'accorde. C'est de ma Avec, faute, attention, je vais réagir de manière un assez piège. impartiale. Il y a un piège. Hein. Il y a un piège. Effectivement, Thibaut, merci de me tendre cette jolie perche. Il y a un piège puisque les produits de bourse vous permettent d'être exposés au taux d'intérêt, mais attention, vous n'achetez jamais. Donc, avec les produits de bourse, vous pouvez investir sur des turbos ou des leverage short. Vous n'achèterez jamais un turbo ou un leverage short sur le taux d'intérêt, au sens du pourcentage. Vous pouvez investir avec ce qu'on appelle des contrats futurs sur les taux d'intérêt. Et le piège, entre guillemets, potentiel sur ces produits, si on les connaît mal, c'est que les contrats futurs varient à l'inverse du taux d'intérêt. Donc, Comme une obligation. comme une obligation, voilà, toujours cette histoire d'actualisation. Et donc, si jamais on pense que les taux vont monter, ça va entraîner une baisse du contrat futur et inversement. Donc attention quand vous prenez position, si vous prenez position à la hausse sur le taux pourcentage d'un taux d'intérêt, bien choisir un produit qui va être à la baisse sur le Un futur. put. Donc un put ou un short. Victoire ex aequo de Dorian et de Jean-Louis. Mes félicitations, messieurs. Merci, monsieur. Ça vient du fond du cœur. Merci. Frédéric, vous ferez mieux la prochaine fois. Vous étiez parti vraiment Fort, en ouais. tête, fort, très Je me concentré. suis Et puis fait après, doubler c'est le drame. à 2 secondes près. Non, mais le plus intéressant, en fait, c'est pas quand on appuie, c'est l'explication. Ah, derrière. c'est vrai. sympa. C'est vrai, parce Sur que une pointe de faillotage. Exactement. Non, non, mais c'est. Vous avez raison de le souligner. Merci. C'est le plus sympa. Merci beaucoup, messieurs. Exactement. Merci Dorian Abadi, merci Jean-Luc Hussac, merci Frédéric Berriot, merci Léa Jézéquel. Et rendez-vous la prochaine fois avec un spécial rallye de fin d'année. Et on en parlera. Merci à vous. Si vous aimez cette vidéo, dites-le sur les réseaux sociaux. Merci à vous. À la prochaine fois.